Erev Tov, Mvorach. Alors voilà, on y est. J'ai mal à la gorge, c'est comme ça, on va faire avec. Alors je vous avoue que j'ai eu un grand problème en préparant le cours, parce que je me suis dit, ça y est, la boucle est bouclée. Il y a un an, on a commencé le cours ici à Givat Shmuel. On a commencé avec la paracha de Shemot. Donc je me suis dit, cette fois, on va pas pouvoir ressortir le truc qu'on a déjà dit. Alors j'ai vérifié, je me suis dit peut-être le premier cours il n'était pas enregistré. Eh bien si. Donc il a fallu trouver autre chose. Effectivement aujourd'hui, on va évidemment s'occuper du livre de Shemot, de la paracha de Shemot. Et pour comprendre la paracha de Shemot, on va être obligé d'abord de revenir un tout petit peu en arrière. Ça tombe bien, on n'a pas véritablement abordé les dernières parachutes de Bereshit. Il va falloir repasser un petit peu en arrière pour comprendre le message de la paracha de Shemot. Tout d'abord, on avait dit l'année dernière, donc je vous ramène à ce qu'on avait dit l'année dernière, on s'était occupé de l'identité de Moshe, l'identité du libérateur. Maintenant, au-delà de cela, on a parlé de l'identité d'un homme. J'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui sur l'identité de celui qu'on va libérer, à savoir le clan d'Israël. On avait dit l'année dernière que Sefer Shemot, nos sages avaient l'habitude de l'appeler Sefer Sheini, le deuxième livre. Alors vous allez me dire pourquoi le deuxième livre? Oui, mais le problème c'est que nulle part on a vu Vaïkra être appelé Sefer Shlishi, ou Bamidbar Sefer Revi'i. Donc pourquoi Sefer Shemot, Sefer Sheni? C'est-à-dire Sheni le Bereshit. De la même façon qu'on a Shmuel Aleph, Shmuel Bet, on a Bereshit Aleph, Bereshit Bet. Et Bereshit Bet c'est Shemot. Ce qui veut dire que pour comprendre Shemot, il faut revenir à ce qu'on avait derrière. D'ailleurs, c'est ce que va dire le Ramban. Dans l'introduction qu'il a sur son commentaire de Sefer Shemot, regardez ce que dit ici le Ramban. Dans la source numéro 1. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש והגאולה ממנו ספר הגלות והגאולה ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נאמרו שכבר נכתב זה בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז הוחל. Le Ramban nous dit, pour comprendre le livre de Shemot, il faut se rattacher aux derniers événements de Bereshit. C'est pour ça qu'on va refaire un previously quand on va commencer vers Shemot. On sait quels sont les personnages qui sont descendus en Égypte. On nous l'a dit dans la paracha de Vayigash de Vayechi, mais on va le redire. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que ce soit ça qui est essentiel pour comprendre l'idéal de Shemot. Alors, Besséder, il est le pasouk dans le livre de Shemot. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו. יפה מאוד. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ויששכר, זבולון ובנימין. Tous les... Ça, on les connaît. La seule différence, regardez ce qu'il y a à la fin du verset. ובני ישראל פרו וישחצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. Ils se sont bien installés, ils ont pris possession. Vatimale à Aretzotam. Et la terre s'est remplie d'eux. De quelle terre on parle? L'Égypte, évidemment. Et directement, suite à cela, eh bien on connaît, on a vu le film, donc on connaît les événements et on sait que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Tout d'un coup, un nouveau roi. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Et je vous pose la question. Je vous pose la question. Et s'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Il connaissait ou il ne connaissait pas? Comment il ne connaît pas connaître Yosef qui est vivant? Non, ça il est plus. C'est un nouveau maintenant. Quand même, il a laissé son empreinte. C'est après. Ah, tu dis quand même, il a laissé quelque chose. C'est peut-être nous qui avions changé. C'est-à-dire? C'est quoi, c'est nous qui avons changé? J'avais vu un pérouche comme quoi nous, on commençait à s'assimiler et du coup on devenait... Enfin, ils ne nous reconnaissaient plus, quoi. Oui, mais Yosef alors? Asher lo yada et Yosef. Yosef. Et on connaît la marloquette dans Chazal, Yada, ou lo Yada,
Khadash Mamash, Lo Khadash. C'est un nouveau roi, c'est pas un nouveau roi, il a fait semblant de ne plus le connaître. De toute façon, dans tous les cas, hein, quoi, Yosef, il n'a pas été marqué dans les papyrus de l'Égypte. D'accord, ça paraît évident. Alors c'est quoi cette histoire? Et bien, regardez ce que dit ici le Kli Yakar. Alors on va citer plusieurs fois le Kli Yakar ce soir. Rabbi Ephraim Lutschitz, il y a à peu près 500 ans à Prague. Regardez ce qu'il écrit. Il dit le Kli Yakar, Ki lo yada ma shekara le Yosef. C'est-à-dire, Mazé asher lo yada et Yosef, lo yada ma shekara le Yosef. C'est-à-dire, on n'est plus le même pharaon. Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef, c'est l'époque de Moshe. Donc ça veut dire qu'on est quelque chose comme 130 ans après Yosef. C'est-à-dire, jusque-là tout va bien? Donc ça ne me dérange pas qu'ils ne le connaissent pas physiquement. Mais maintenant, j'ai entendu parler de Yosef dans les papyrus, mais j'ai fait des recherches pour savoir qui c'est ce mec. C'est flou. C'est flou, nous dit le texte, le Kli Yakar, Ki lo yada ma shekara le Yosef. Il ne connaît pas toute l'histoire. Lama, Ki echav ayu mishtadlim bechol oz le'avido ou levatel chalomotav. Parce que les frères de Yosef ont fait très très attention d'effacer les preuves. Si je comprends pas. Les frères de Yosef ont fait en sorte d'effacer les preuves, c'est-à-dire les signes que Yosef avait été véritablement celui qui avait réalisé les rêves de Yosef. Pourquoi les frères ont-ils fait ça? C'est quoi l'idée? Et à cause de ça, Pharaon, après, quand il fait des recherches, il ne sait plus qui c'est Yosef. Mais d'où il tient ça, le Kli Yakar? C'est une très bonne question, celui-là. D'où il tient ça? Masoret. Kacha Kibel Mirabotav. C'est ce qu'il a reçu de ses maîtres. Ok? Alors comment on fait? La question de comment ça se fait qu'on commence le livre de Shemot en revenant sur les événements du passé. Et puis c'est quoi cette histoire? Que les frères de Yosef, la première chose qu'ils ont à faire, c'est de commencer à... Oui? Comment on peut dire en fait que le début du texte de Shemot, en fait, c'est un previously, alors qu'en fait le découpage en parachute et en sfarim, en fait, est bien postérieur en fait à l'écriture. Pourquoi tu dis ça? Non, pas les farim. Peut-être pas les sfarim. Ah, parce que tu as dit deux choses en même temps. Donc moi je vais essayer de comprendre. Ok, entre parachute. Parachute, tu as raison. Sfarim, t'as pas raison. Parce que déjà dans Ilchot Ktivat Sefer Torah, Halakha le Moshe Misinaï, il faut laisser 4 Shurot Rekot entre Bereshit et Shemot. C'est-à-dire que la séparation entre Bereshit et Shemot, elle est claire. Ok? C'est bon? Ça va. Donc comment on fait? C'est quoi l'idée? Oui? J'ai l'impression que c'est le principe, les principes que Joseph a mis en place, que les frères, c'est pas Joseph lui-même, c'est pas peut-être pour l'histoire, pour effacer la vente éventuellement, etc. Mais c'est le fait qu'il soit sorti. Joseph avait cantonné ses frères à Goshen. Et le fait qu'ils soient sortis de Goshen... Où tu vois qu'ils sont sortis de Goshen? Ils ont rempli le... Ah, tu dis parce qu'il y a marqué « Vatimale à Aretz Sotam ». Exactement, si en fait ils ont franchi les frontières, si au lieu de se cantonner à leur pays, à leur pays... Ils n'ont pas fait ce que Yosef il a voulu. Exactement, si en fait il a fait, et ce qui fait donc que... tu dis, Yosef lui il avait prévu un... L'assimilation s'est mise en place. Voilà, Yosef il avait prévu un truc, mettre les Juifs à part. Et les Juifs sont sortis de ce à part, alors on va voir. Pour l'instant on est encore dans le flou. Pour comprendre ce flou-là, j'aimerais sortir 2 secondes de la paracha, on y reviendra tout de suite, mais on ne peut pas faire sans. En Malasot, on l'avait déjà dit l'année dernière, on le redit cette année, quand on aborde les parachutes de Shemot, on ne peut pas ne pas penser à Pessah. Forcément, on parle de la sortie d'Égypte. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle le soir du Seder. Et quand on parle du soir du Seder, il y a une question halachique, de base. Nous dit ici le Rambam dans la source numéro 4, Ilchot Chametz Umatzah, donc les lois sur Pessah. Il nous dit Mitzvat Aseh Shel Torah, Lesaper Benissim Veniflaot Shenaasu Laavotenu Bemitzraim. C'est une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il a fait merde. C'est sympa, et puis il nous dit voilà, le 15 Nissan, Sheneemar Zechor, et Hayom Hazeh, salut. Souviens-toi. Et il nous dit tout celui qui en rajoute, c'est super. Génial. Mais moi j'ai une question. Je comprends pas, monsieur Rambam. Tu me dis qu'il y a une mitzvah, le 15 Nissan, de se rappeler de la sortie d'Égypte.
Je veux bien. Mais tu as l'air d'avoir oublié, monsieur Rambam, Maïmonide, qu'il y a une mitzvah tous les jours de se rappeler la sortie d'Égypte. Quand on fait ça? Dans le schéma. Alors ma question est la suivante. Si j'ai fait par exemple le 15 Nissan dans la tfila de Harvit, dans la tfila du soir, mon schéma, avec toutes les cavanotes, les intentions les plus profondes, ben, j'ai rappelé la sortie d'Égypte. Est-ce que je suis obligé de refaire le seder après? Eh ben peut-être mon fils il était à côté de moi pendant la tfila. Matzah au marron. Peut-être pas, mais peut-être oui. Alors tu dis, Matzah au marron. ah ok, alors je dirais Pesach Matzah au Maror. Non, Matzah au marron, mon arime les caméras. Mbaya. Donc je dirais, quand Pesach Matzah, quand Matzah au Maror Munachim Lefanai, je dirais Pesach Matzah au Maror, c'est tout. Je suis peut-être pas obligé de me taper toute la Haggadah. Ouais, ça marche. Quoi? Alors c'est bon. Ça marche, ouais. Donc on n'est pas obligé. Donc toi tu n'es pas obligé. Zéou. Zéou Shabaya, le problème c'est que pratiquement on est oui obligé. On est oui obligé. Lama. Eh bien, simplement parce que le Rambam va continuer. Il dit c'est pas seulement que tu dois raconter la sortie d'Égypte. Il y a une façon pour le faire. Et si tu l'as pas fait de cette façon-là, non pas le Seder. Je te parle juste de raconter la sortie d'Égypte. Pas tout le Seder. Le côté Maguide. C'est quoi cette façon? Eh bien, on dit le Rambam, je continue. Mais là, je saute. Non, ouais, enfin, voilà. À la 4e ligne du accord numéro 4. Vetsarir leatril bignout ulsayem besheva. C'est-à-dire, le soir de Pessah, pas comme tous les soirs dans le schéma, là, je dois commencer en disant ce qui était mal et terminer en disant ce qui était bien. Si j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ma mitzvah. Ok. Alors c'est quoi la gnout? Et c'est quoi le shevach? Quand on a fait le cours sur Pessah, on en avait parlé. Donc je vais simplement vous rappeler ce que dit le Rambam. Keitzad, matril ou mesaper, shebetrila ovda avodazara yu avotenu, bimeterach milfanav. Qu'au départ on était idolâtres, à l'époque de Terach, tout ça. Et que maintenant on est revenu vers Dieu. Super. Mais il y a un autre problème. Sautez encore une ligne. Vechen matril ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמה לנו ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו. Alors comment on fait pour dire ça? C'est la deuxième partie, qu'au début on était esclaves et que maintenant on est libérés. Super. D'accord, mais ça c'est l'idée. Qu'est-ce que je dois dire concrètement? Eh bien là le Rambam nous dit, parce qu'il ne nous laisse pas le choix, la halakha ne nous laisse pas le choix, par quoi je dois commencer? Ben, regardez ce que dit le Rambam. Ve'u she'idrosh, il doit commencer à dire Mi arami oved avi ad she'igmor kol ha'parasha. Donc il commence en disant Arami oved avi ve'yered mitzrayim ve'yegor sham bimtemeat ve'yisham legoy gadol atzum varav ve'yareu otanu hamitzrim ve'anunu ve'alitenu aleinu avoda kasha. Maintenant les amis, quand il y a marqué Arami oved avi, l'araméen a servi mon père, de quoi on parle? De la vanne. Qui a rapport avec l'Égypte. Mais mieux que ça, Arami oved avi va yered mitzrayma. Suite à cela, on est descendu en Égypte. Mais c'est qui on est descendu en Égypte? C'est de quoi on parle? C'est-à-dire à l'époque de Yosef. Si tu veux me dire qu'il faut commencer par ce qui était mauvais, la sortie d'Égypte, moi on m'a toujours vendu que ce qui était mauvais dans la sortie d'Égypte, c'est le coup de Pharaon qui nous faisait pas bien, pas bien. Et les midrashim, mais je te balance les bébés dans les briques, qu'est-ce que tu veux? Ça c'est mauvais. C'est ce qu'on dit, Vayareu otanu hamitzrim, que les mitzrim nous ont fait mal. Les Égyptiens, oui, excusez-moi. Mais là, tu commences pas par ça. Tu dis non. Quand on est descendu en Égypte à l'époque de Yosef, c'est ça le début du problème. Je tiens juste à vous rappeler que quand on est descendu en Égypte à l'époque de Yosef, on avait faim, mais je veux dire, notre séjour en Égypte était plus que ça baba. On était pépère. Et je vais même te dire mieux, c'est Dieu qui nous a dit de descendre. Oui, mais il commence Oui. pas par la descente, il commence par Arami oved avi.
Nahon. Mais Arami Ovedavi, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Anu salpi adibour. C'est-à-dire que Yaakov, il n'avait pas le choix. C'est Dieu qui lui a dit. Donc si Dieu il lui a dit de le faire, bon, ça va, j'ai un joker. Je pourrais toujours dire, bah, c'est Dieu qui m'a dit de le faire, donc Dieu il sait ce qu'il fait. Mais là il te dit, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma. C'est-à-dire, tu peux pas dire que la gnoute de la sortie d'Égypte, c'est que je suis parti à Haran, dans l'autre sens. On t'a amené à Arami Ovedavi pour te ramener au fait que Yaakov, suite à ça, il y a tout un événement qui l'a fait descendre en Égypte. Mais la descente en Égypte de Yaakov, elle se passe à un moment où franchement en Égypte c'était pépère. Yaakov il est resté 17 ans en Égypte. Et sa vie elle a été plus que ça va. Son fils était le patron. Les Juifs n'avaient aucun problème, ils vivaient à Goshen. En quoi c'est gnout? Je veux dire, en quoi c'est commencer par le problème et terminer ensuite par le bien? Parce que c'est l'événement déclencheur finalement. D'être descendu avec Yosef. Non, parce que le fait qu'il soit descendu avec Yosef, donc le peuple s'est étalé, il y a eu après changement de régime, enfin un changement de pharaon. 130 ans plus tard. Ouais, bon bah d'accord, mais c'est le début. S'il n'était pas venu, il n'y aurait pas eu. Ah on est d'accord, mais en même temps, si Abraham il n'avait pas eu de fils, Oui, d'accord. il n'y aurait pas eu un petit-fils, il n'y aurait pas eu... Oui, Tiens, bon, on bah, peut remonter est loin. obligé Il faut comprendre qu'il y a un lien, et Yachar, direct, sinon ça ne marche pas. Ok? Est-ce que c'est pas lié au fait que les enfants ont grandi dans un environnement avec de la Vodazara Pourquoi tu dis ça? quand ils étaient chez Lavan? Ah, quand ils étaient chez Lavan, ils ont grandi. Alors ça marche pour Mitrila, Ovdea, Vodazara et Avotenu. Ça c'est... Mais il y a deux trucs qu'il faut dire. Et ça, Et qu'ils ont replongé. Parce que quand ils Nbaya, sont revenus en Nbaya. Mais ça sera, tu le mettras dans le côté Ovdea, Vodazara et Avotenu. Pas dans le côté Avadimaïnu. Or là, le deuxième truc, c'est Avadimaïnu. Oui? C'est Lavan le déclencheur. C'est C'est Lavan le déclencheur. Tu dis c'est Lavan le déclencheur. Yicholiot. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est le problème de l'Égypte? C'est tout notre rassemblement avec Lavan. Donc, tu as commencé déjà avec la paracha où Eliezer, il va chez Lavan pour ramener Rivka. Et pourtant, tu n'as pas commencé là-bas. Donc, c'est pas, on ne veut pas parler de Lavan ici. On parlera de Lavan plus tard. On dira Tseoulmad, Ma Bikesh Lavan Arami. Mais c'est une autre étape dans la Haggadah. D'accord? Donc là, on parle effectivement de la descente en Égypte avec Yaakov. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la même question que pourquoi on revient à Ve'ele Shemot. Makara. Pourquoi on est obligé de revenir en arrière sur des versets qu'on connaît déjà? On sait déjà qui est descendu en Égypte. Pourquoi le livre de Shemot est obligé de commencer par eux? Eh bien les amis, pour trouver cette réponse-là, si la Torah nous a dit qu'il faut revenir en arrière, alors j'aimerais qu'on revienne au verset qui fait la jonction avec le livre de Shemot. Quel est le verset du livre de Bereshit qui arrête le livre de Bereshit et qui commence le livre de Shemot? Eh bien ce verset, les amis, c'est pas le dernier verset de la paracha de Vayechi. C'est le dernier verset de la paracha de Vayigash. Le dernier verset de la paracha de Vayigash, je vous l'ai mis ici dans la source numéro 5. Vayeshev Israël, be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen, vayachazu ba, vayifru vayirbu meod. Et les bénis Israël se sont installés dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils en ont pris possession, ils ont multiplié, fructifié, et c'était bien. Ok? Combien de temps il a duré ce verset? 17 ans. Non. Ce verset dure 130 ans. 130 ans. Combien de temps ça a duré le kiff en Égypte? Vaïfrou, Vaïrbou, Meod. 130 ans. Depuis la descente en Égypte jusqu'à la naissance de Moshe. Alors que la famine, elle s'est arrêtée. 120 ans. Alors que la famille elle s'est arrêtée au bout de 5 ans. 125 ans avant. Combien? 125 ans, ouais, moi je sais. D'accord. Alors c'est quoi le problème? Ils sont restés. D'abord on va voir que dans ce verset il y a plein de problèmes. Les amis, d'abord dans ce verset il y a plein de problèmes. Le premier problème du verset, hein, c'est qu'il y a marqué Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. C'est où Goshen? C'est dans quel pays? En Égypte. Alors tu dis pas je m'installe dans le pays de la France, dans le pays de Metz. Parce
que déjà personne ne connaît Metz. À part moi. Et puis parce que c'est une ville, c'est pas un pays. Goshen, c'est une région dans l'Égypte. Donc dis-moi, ils se sont installés dans le pays d'Égypte, à Goshen. Mais pas dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. On dit que Goshen avait un statut... C'est pas une selon autonomie. non, selon la tradition, un statut... La tradition de qui? qui associe notre tradition. Ah, notre tradition. Un Mais en Égypte, statut Goshen. associé à notre héritage, à un héritage qu'on a depuis une des Imaot, Rachel, je pense, qui avait reçu cette... De qui elle l'a reçu? Je sais pas. Je connais pas ce que tu dis. Mais Bechavod. D'après ce que moi je sais, c'est que c'est une partie de l'Égypte. Donc si c'est une partie de l'Égypte, il n'y a pas de raison de parler de ça en tant que territoire propre. Mais Yosef l'a acheté. Vous avez des infos que je n'ai pas. Il a acheté, c'est pour le compte Où Pharaon. il a acheté ça? C'est pas pour son compte à lui. Ah, tu dis parce qu'il a acheté toutes les terres de l'Égypte. Ouais, mais c'est pour le compte Pharaon. D'accord, mais ça en fait pas un territoire indépendant. Ils ont fait une colonie. Et puis d'abord, il les a pas achetés pour lui. Il les a achetés pour Pharaon. Non, c'est le Midrash qui dit qu'il a acheté Goshen pour. Pour après leur donner. Oui. Ah oui, mais non, mais quand tu balances du Midrash... Et même s'il a acheté Goshen, ça en fait pas un État indépendant. Parce que si tu dis que c'est un État indépendant, alors dis-moi, Yeshev Israël, Be'eretz Goshen. Mais dis pas Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen, on a le même problème. Ok? C'est pas lié à la profession des frères de... Ah oui, bien sûr, c'était un endroit avec des pâturages. Comme ils sont bergers, il les a mis là-bas. Oui, D'accord, mais... C'était interdit en Égypte. Nbaya. Moi, mon problème, c'est pas pourquoi il les a mis là-bas. Mon problème, c'est pourquoi la sémantique du verset me parle du pays de Goshen comme un pays différent de l'Égypte. Non, parce que c'est eux qui l'ont vu comme leur pays à eux. Parce que quand tu allais à Goshen, c'était... T'avais l'impression de ne pas être en Égypte. Ouais, c'était le shtetl. Pas de shoot. Il n'y avait que des juifs là-bas. Imaginez-vous un endroit, c'est toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire évidemment. Mais imaginez-vous un endroit, Be'eretz Mitzrayim ou alors Be'eretz Artsot Abrit, aux États-Unis, en France, un endroit où il n'y aurait que des juifs. Par exemple dans une rue, dans un quartier, dans une capitale européenne. Où il n'y aurait que des juifs. Tous les magasins c'est marqué kasher. Il y a des yeshivot partout. Tous les gens quand tu les vois sortir, ils sont habillés plus ou moins de la même façon. Ils parlent une langue sainte, en yiddish. Attends, toi tu vas là-bas, t'as pas l'impression d'être en Égypte. Vayeshev Israël, Be'eretz Mitzrayim, mais pour eux ils étaient Be'eretz Goshen. Ils ont créé un ghetto. Parfait. Comme ça on peut se protéger, on n'est pas influencé par les Égyptiens, Metsuyan. Vayach Hazuba, Vayifru, Vayabomer. Les amis, ce verset-là il est très compliqué parce qu'il a duré 130 ans comme on a dit. J'ai pas compris comment il dure 130 ans en fait l'histoire. Parce que combien de temps ça a duré on s'est posé en Égypte? Oui, mais justement, parce qu'on dit qu'à la naissance de Moshe, le pharaon, il a entendu. qu'il y C'est avait dans un 130 prophète. ans. Oui, mais ça veut dire qu'il avait déjà une mise entre guillemets sur les juifs, puisqu'il a entendu qu'il y avait le libérateur et donc. On est tout à fait d'accord que le patron de l'Égypte c'est Pharaon. Mais Mais ce que je veux dire, en quoi ça pouvait le déranger à ce moment-là, Pharaon, si les juifs ils voulaient partir ou pas? Quand? À la naissance de Moshe. il y a comme Melech Hadash. C'est plus le même. Mais ça ne me pose pas ma question. Alors peut-être que j'ai pas compris ta question. Alors, parce qu'on dit que Pharaon, bon, il avait déjà pris les juifs en esclavagisme à ce moment-là, puisque justement il a entendu qu'il allait avoir un Au moment où Moshe va naître, Nakon. C'est-à-dire de l'année où Moshe naît. Le décret, c'est au moment où Moshe va naître. le Nakon. décret de tuer les premiers. Ouais. Oui. C'est au moment où Moshe va Et naître. s'il a voulu les tuer les premiers, c'est parce que justement il avait besoin de cette main-d'œuvre et qu'il voulait pas les libérer, c'est ça? C'est comme ça que je Je l'apprenais. suis d'accord avec toi. Donc ils étaient déjà en esclavage au moment de la naissance de Moshe. C'était pas. Non, attends. j'arrive pas à Il y a- comprendre il y a ça. deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Au début de la paracha, il y a un nouveau roi qui se lève. Ok? Et il dit à son peuple, on a un problème, parce qu'on a une population énorme dans notre sein, et on ne sait jamais, si jamais il y a une guerre, il risque de se mettre avec nos ennemis, machin, nan, nan. Ce qui est déjà Bichlal pas compréhensible. Pourquoi tu penses comme ça? Là-dessus, il y a l'archéologie qui peut nous aider. Parce qu'on sait que au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire l'époque de Yosef, tous minus, il y a eu une conquête de l'Égypte qui a été faite par un peuple sémite qui s'appelle les Hyksos. Ils ont conquis l'Égypte. Et ils ont poussé la dynastie pharaonique au sud.
Et ils ont pris le contrôle de l'Égypte. Pitom, Yosef arrive, c'est le copain de Pharaon. Et Yaakov il arrive, c'est le copain de Pharaon. Et les Juifs, ils ont un traitement préférentiel. D'ailleurs, d'après l'archéologie, il semblerait que le Pharaon de cette époque-là, c'est celui qu'on appelle Akhenaton. Comme de par hasard, va changer l'idolâtrie égyptienne pour en faire le culte du Dieu unique. Le disque solaire. Peut-être parce que son vice-roi, c'était Yosef. C'est pas. 100 ans plus tard, archéologiquement, les Égyptiens de souche sont revenus et ont chassé les Hyksos. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il y a une guerre, de qui il pense? Si les Hyksos reviennent, ben leurs copains hébreux, ils vont se remettre avec eux. Donc ça prend une forme beaucoup plus logique. Maintenant, ok. Donc il dit, on va commencer à les calmer. Et il commence petit à petit l'esclavage. Ces mages lui disent, voilà, parce que j'ai vu qu'il va y avoir le sauveur d'Israël, et donc je fais le décret. Mais ça se passe au même moment. Et tout ça, c'est 120, 130 ans après la descente en Égypte. C'est pour ça que je dis que Vayeshav Israël, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, ça a duré longtemps. Ok? C'est d'accord. Maintenant les amis, ça a duré très longtemps, et maintenant il faut comprendre. Pendant toute cette période-là, il s'est passé un truc. Regardez la source numéro 6, j'en suis pas peu fier pour le citer ici. Regardez la source lui-même. La source, c'est mon tonton. C'est le rabbin Bruno Fison. Ou alors ici marqué Pinchas Israël. Je préférais marquer son nom en juif. Il explique le terme Vaya Chazuba. Et il dit Vaya Chazuba, ça veut dire évidemment, ils en ont pris possession. Mais le terme Léachez, ça peut vouloir dire également, ils s'y sont embourbés. Comme il est marqué dans le bélier, à l'époque de la Akedat Yitzhak, Vene Echaz Basfar Bekarnav. Il a été pris par le buisson. Vous pouvez vous bouger. Qu'ils ont pris possession de l'Égypte. Mais d'un autre côté, ils s'y sont embourbés dans l'Égypte. Alors mon oncle, il est politiquement correct. Il a dit ça en une phrase Ramouda. Le Kliakar qu'on a amené tout à l'heure, lui, il n'est pas politiquement correct. Et ce qu'il va nous dire là maintenant dans la source numéro 7, c'est extrêmement difficile. Pourquoi extrêmement difficile? Parce qu'on sait à quel point c'est vrai. Et on sait à quel point, si on est honnête, ça nous correspond. On connaît tous des gens comme ça. Regardez ce que dit le Kliakar. Sur le verset, Vayeshav Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, Vayachazuba, Vayifru vayirbu meod. Nous dit le Kliakar. Kol pasuk ze be'ashmat bnei Israël ou medaber. Ce verset vient accuser les bnei Israël. Quoi? De quoi? Ki Akadosh Baruch Hu gazar alehem ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Il a dit, sache que tes descendants seront guérim. Ger, ça veut dire étranger. Temporaire. Vehemma bikshu liot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Et eux, ils ont demandé d'être des résidents permanents. Alors qu'ils devaient être que temporaires là-bas. Il me dit le Kliakar, c'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Quand ils sont arrivés, ils ont dit la gourba Retzbano. On est venu temporairement. Pourquoi on est venu? Parce qu'il y avait la famine. Non? Va nous dit le Kliakar. Vekolkach nishtakeu sham. Pérouche. Ils ont tellement kiffé là-bas. Chez l'oratsu latzet mimitzraim. Ils n'ont pas voulu partir. Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'il y avait la famine. Pourquoi on est resté en Égypte? Parce qu'on voulait. Parce que franchement, la famine, elle a fini dans 5 ans. Disons que tu as besoin encore 5 ans pour te préparer. Pourquoi au bout de 10 ans, on n'est pas rentré avec tapis rouge? Avec Yosef? Avec Yaakov? Pourquoi on voulait pas? On était bien. Tu comprends? Tu comprends ce que ça veut dire quand le Kliakar il disait avant? Que les frères de Yosef, ils ont tout fait pour que... On était bien là-bas. Pendant toute cette période, il n'y avait pas de juifs
toujours. En Israël. Yaakov, elle était plus là-bas. Et tu vas voir que c'est encore plus loin que ça. Tu as raison, mais tu sais pas à quel point tu as raison. Ouais. Si je Oui. peux me permettre. Permets-toi. J'ai fait une petite vérification. Vas-y. Ce serait Sarah qui aurait reçu la terre de Goshen. Ah, à l'époque du premier pharaon. Voilà, le cadeau du... Oui, mais ça reste quand même une partie de l'Égypte. Ça reste une partie de l'Égypte. Maintenant, si on parle de Gnout, parce que c'était ça, Ouais, c'est ça le sujet. Comment on peut... Enfin, c'est quoi ce réflexe toujours de se culpabiliser, d'essayer de trouver de trouver une... C'est-à-dire, on a les atrocités égyptiennes qui sont venues après, à un certain moment. Ouais. Et voilà, on va pas s'attarder dessus. Ce sont des atrocités. Après. Peu importe. Oui, non, d'accord. Si on doit parler de Gnout, et si on doit parler de la sortie d'Égypte, au bout du compte, ce sont ces atrocités-là qui devraient, j'ai l'impression, bien sûr. C'est ça tout notre problème. Or, le Rambam, il te dit, tu commences pas par les atrocités. Mais moi, j'arrive pas à comprendre on a toujours ce réflexe d'essayer de trouver d'autres raisons. Peut-être que... Ah, mais encore une fois, parce que le Rambam, il cherche pas une autre raison, il dit c'est ça la raison. Parce que la Kliyakar, il a pas terminé. Il dit Achelo ratzu latzet mimitzraim ad sheutzrach hakadosh baruch hu leotziam be'yad chazaka. Mais alors pourquoi comme ça? Parce qu'il voulait pas autrement. Combien Yaakov, il a pu leur expliquer qu'il fallait repartir? Il voulait pas. Combien Lévi, il a pu faire des livrets Torah après jusqu'à sa mort pour dire qu'il faut rentrer en Israël? Il voulait pas. Ils ont dit c'est Prina Teretz Israël. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une choule. Mais super, magnifique. La choule de Goshen. Et quand ils ont terminé de faire la Chanukah de Bet HaKnesset et de la Yeshiva à Hadasha Begoshen, il y a un mec qui est venu d'Israël et a dit peut-être c'est le moment de rentrer. Il dit mais t'es fou? T'as vu de la Torah qu'il y a ici? Il voulait pas partir. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé autrement. Mais c'est ça qu'on doit condamner. C'est le fait qu'il... alors quand il y a qu'est-ce les qu'on doit condamner? atrocités et quand il y a le fait qu'il ne voulait pas sortir, ce qu'on doit condamner, c'est pas les atrocités, c'est le fait qu'on ne veut pas Si, sortir. parce que, attends, on s'arrête pas sur ce verset-là. La Haggadah, elle est longue. Ouais, On va parler aussi de toutes les atrocités. Mais on te dit juste, Mais c'est pas ne le, pense apparemment, pas... ça serait pas le sujet principal, vu que on le parle sujet de Gnout principal, qui c'est la doit Gnout. débuter la Gnout, Nahon. qui doit C'est-à-dire débuter la que ne Haggadah. pense pas... Et dans le Gnout, c'est le fait qu'on veut pas sortir. Nahon. C'est-à-dire ne pense pas que les atrocités, c'est ça qui a commencé tous les problèmes. Les problèmes, ils ont commencé bien avant. Les atrocités ne sont que la résultante d'eux. La résultante d'eux, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu as décidé que ton destin, c'était pas ton destin. Tu as décidé que tu restais là-bas. Il n'y a rien de plus énervant, et je viens pas justifier quelque atrocité que ce soit. Arrête, tu sais bien que tout le monde a le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal. Quelqu'un qui décide de faire le mal, c'est sa faute. Mais il n'y a rien de plus énervant pour un peuple que de voir une identité étrangère qui continue à rester étranger, parce que tu sais ce qu'ils ont dit Chazal, à Goshen, chez Sarah. Ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langue, ils restaient entre eux. Il n'y a rien de plus énervant que de savoir que tu as une minorité en ton sein qui prend tous les services de l'État, mais qui continue à rester à l'écart. Toute ressemblance. Évidemment. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Le Kliyakar termine avec des paroles très dures. Parce qu'il dit Ve'elu shelo yatsu, et ceux qui ne sont pas partis, Chez le Ratsu, là, parce qu'ils n'ont pas voulu. Ok, elo shelo ratsu latzet, metu beshloshet yemei ha'afela. Oui, Ethan, je vais aller au bout de ma pensée. Vas-y. D'accord. Il est perturbé. Non, parce que si tu dois observer va pas voilà, me ce qui après. s'est passé entre 40-45, d'accord, Ouais. et que je dois condamner cette période, Nahon. d'accord, ce que je vais choisir de condamner en premier lieu, sans toute ambiguïté, c'est ce qu'on nous a fait en 40-45. Bien sûr. Et c'est pas d'essayer d'expliquer Oui, tu as totalement raison. qu'est-ce qui fait Tu as totalement qu'on raison, en mais est ça n'a- arrivé là, etc. Tu as totalement raison, mais il y a une toute petite différence, qui à mon avis est centrale. Tu parles de la Shoah. Tu parles pas de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Je parle de la Shoah. Tu parles de la Shoah. La grande différence, c'est que pendant la Shoah, on a voulu détruire le peuple juif. Si je ne me trompe pas.
L'objectif de la Shoah, c'était de tuer le Ham Israël. Il n'y avait pas d'autres trucs. On veut détruire le Ham Israël. À cela, il n'y a pas de comment c'est arrivé à ça. Ils ont voulu détruire le Ham Israël. C'est ça la Gnout. En Égypte, à aucun moment, ils ont voulu détruire le peuple juif. Avadim aïnou le paro b'Mitzrayim. Une grande différence aussi, c'est que je suis persuadé que dans 50, 100 ans, quand on aura un peu plus de recul sur la Shoah, le Gnout, ça sera vraiment les raisons qui ont fait que la Shoah est arrivée. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire. On verra dans 150 ans, on verra. Mais je pense pas. Il est justifié, le parallèle avec l'Égypte, il est vraiment justifié. Non, je pense pas. Encore une fois, je pense pas. En Égypte, à aucun moment, ils ont voulu nous tuer. C'est ce qu'a dit le Rav Cherki dans son cours sur la Shoah, c'est-à-dire qu'on avait la protection divine quand on était en Égypte, parce qu'on voulait pas tuer la main-d'œuvre, mais qu'il y a eu un... Donc c'est complètement différent. Il y a une notion de Havdout en Égypte, il y a une notion de destruction dans la Shoah, c'est complètement différent. Non, oui, mais on va pas mettre une échelle sur les atrocités, oui, c'est-à-dire qu'au bout du compte, les atrocités, elles ont été là. Attendez. D'abord, il y a les atrocités du Midrash et les atrocités de la Torah. Quand tu parles des enfants dans les briques, c'est du Midrash. Je ne sais pas à quel point il faut le prendre au sens propre. Okay. Dans la Torah, hein, tu vois qu'ils nous ont asservis. Et les enfants? Les enfants quoi? Les premiers-nés, là. Alors, ça, c'est un décret pas cool. Non. Ça, encore une fois, c'est... Non. Parce que je te rappelle que ce décret-là, si tu regardes bien le verset, comme on l'a fait l'année dernière, tu te rappelles de ce qu'on a fait l'année dernière, il se trouve que Pharaon, il ne demande pas de tuer que les enfants juifs. Vayomer paro el amo, kol ben ayelod ayehora tashlichu, vechol abat techayun. Dans un premier temps, il a parlé que des enfants juifs. Mais très vite, il se reprend, parce qu'il a vu dans les étoiles qu'il y allait avoir le sauveur d'Israël, mais il a vu aussi qu'il ne savait pas s'il venait de l'Égypte ou d'Israël. Donc finalement, le décret numéro 2, le décret 2.0, c'est tous les enfants mâles, juifs et égyptiens, à Yehorat Tashlechu. Donc tu vois que ça n'a rien à voir. Ok? C'est pour ça que je ne peux pas comparer les deux. J'ai l'impression que malgré tout, c'est pas malgré tout, entre guillemets, à chaque fois qu'on a voulu se mélanger et être comme les autres, on a pris ce qu'on a pris. Ah, très bonne transition. Parce qu'en vérité, le problème de cette gnoute-là, c'est lorsque tu essayes, par tous les moyens, d'être celui que tu n'es pas. Nous dit le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, la source numéro 8, il dit le grand problème de l'exil, c'est quoi? Le grand problème de l'exil, donc du début de Sefer Shemot, et en fait de la fin de Sefer Bereshit, Ve'ani betoch hagola. Le moi est en exil. Mon moi profond est en exil. Ani apenimi, eino mitgale la adam, rak lefi midat hatahara ve'akdusha shelo. Pour dévoiler ton identité personnelle, c'est ton identité qui se dévoile par l'intermédiaire de ta kedusha à toi, pas celui de ton voisin. Chet ha'adam harishon, בכך שנתנכר, לעצמו. בכך שהקשיב לדעתו של הנחש. Comment il est tombé Adam? Il a essayé d'être quelqu'un d'autre. Comment le Nachash il a réussi à l'avoir? Il lui a dit, si tu manges, vous serez qu'Elohim. Et pourquoi tu veux être qu'Elohim? Tu es Adam. Tu es très bien en tant que tel. Tu as essayé d'être quelqu'un d'autre. C'est ça la première faute. La Levana, dira le Rav Kook, la lune, elle avait un problème de ne pas être le soleil. Et pourquoi tu as un problème de ne pas être le soleil? Tu es très bien en tant que lune. Lui, il ne peut pas être toi non plus. Continue le Rav Kook en disant Chet shelo yada le'ashiv tshuva brura la she'ela ayeka. Quand il ne savait pas répondre, lorsque Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Parce qu'il ne savait pas qui il était. Il ne savait plus qui il était. Chet am Israël, she'alach acharei Elzar, quand on est sorti vers des dieux étrangers, mipnei sheshachach et atzmiuto, parce qu'on a oublié qui on était.
Chet Alevana, on a dit Vechach olech haolam vetzolel beovdan ha'ani shel kol echad. Et c'est ce qui est en train d'arriver en exil, où le monde perd la connaissance de son moi profond. On essaye toujours de ressembler à l'autre. Et je n'arrive pas à comprendre que ce que moi j'ai, l'autre il l'a pas. Et ce que lui il a, moi j'ai pas. Mais c'est besséder. Continue le Rav Kook en disant quelque chose de terrible pour nous parents, pour nous enseignants. Il dit וכך הולך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. ובאים מחנכים מלומדים, viennent des enseignants comme ça, qui disent, ומסתכלים בחיצוניות, ils ne regardent que l'aspect extérieur. ומסיחים דעה גם הם מן העני. Ils n'arrivent pas à voir l'identité particulière de chacun. ומוסיפים תבן על הדעה, סליחה, על המדורה, סליחה. משקים את עצמאים חומץ. Ils donnent du mauvais manger, des mauvaises boissons. Ils disent, il faut que tu ailles à l'école comme ça. Il faut que tu fasses docteur. Il faut que tu sois médecin. Mais moi j'ai envie d'être artiste. Non, non. Médecin, limite avocat. Ah, pour la naissance du petit David, les parents, monsieur et madame Cohen, sont très heureux de vous inviter à la Brit Mila du futur docteur Cohen. Il n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais il faut Ani Shelcha. Termine le Rav Kook en disant Ve'ani olech ou mishtakach. Et l'identité profonde va en s'oubliant. Mikevan she'einani. Regardez cette profondeur, je ne sais pas si je vais réussir à traduire. Mikevan she'einani. Einhu. Comme il n'y a pas de moi profond, tu ne connais pas ton identité. Einhu. Comment tu vas pouvoir dévoiler Dieu? Vevadai vadai einata. Donc toi aussi tu n'es plus rien. Dira Emmanuel Levinas, je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je peux voir le dévoilement de Dieu. Si je suis conscient que l'autre, c'est pas moi. Chacun a son identité. Nous dit le Rambam, c'est quoi la gnout? C'est quand on a commencé à perdre notre identité. Bien sûr qu'après, il va avoir un autre problème. Mais la servitude, elle a commencé au moment où on a voulu être des Toshavim. Parce que si on était resté des Guérim, pas de problème. Au bout de 5 ans, on repart. Mais alors, c'est valable pour maintenant aussi. C'est-à-dire? Ce que tu dis, c'est vrai qu'après, l'atrocité ou la Totsa, elle n'est pas la même, puisque c'est ce qui entraîne. Mais c'est pareil que notre époque, c'est pareil que les 2000 ans d'exil. C'est pareil que les 2000 ans d'exil, Vadaï. On a voulu être exactement ben Vadaï. C'est d'après toute la période. Ben Vadaï, c'est pareil. Oui, pas la Shoah. Non, pas la Shoah. Non, pas la Shoah. Mais pareil que toutes les persécutions qu'on a pu subir entre-temps, et pareil que la conférence qu'il y a eu hier. Oui, mais la gnout de la Shoah, elle commence aussi à Vayeshev Israël. Je sais pas. La Shoah, je pense que c'est quelque chose de particulier. La Shoah en elle-même, oui. C'est ça. La Shoah en elle-même, oui. Les persécutions. Ce qui vient avant. C'est Vayeshev Israël, c'est les 2000 ans, c'est les 130 ans. Bien sûr. Finalement, dans leur démarche, les Palestiniens, ils veulent nous donner une leçon, c'est ça? Ils n'ont pas besoin de vouloir nous donner une leçon. Si toi, tu décides que tu n'es plus toi, bah quelqu'un d'autre va prendre ta place. C'est pas compliqué. C'est pas qu'ils veulent nous donner une leçon. C'est une réalité. Oui. Tu penses qu'on peut être Angola, même dans notre pays? On peut. Ça s'est passé à l'époque de Hanouka. On était en Israël et pourtant on était soumis. Parce que, je crois que c'est le Rafet Chaim qui dit que la différence entre Gola et Goula, c'est le Aleph que tu mets. Le Vadaï. Dans ce sens-là. Tout à fait. Et c'est pour ça que Yecheskel Hanavi dira la chose suivante. Il dira, les gars, si vous vous perdez, moi, Yecheskel Hanavi parle au nom de Dieu, il dit, moi je vais vous emmener la Géoula. Mais c'est pas pour vous que je le fais. C'est pour moi. Vous êtes paumés, vous voulez plus. Mais moi je veux. Lo leman'chem ani oseh, ki leman shemi amechulal bagoyim.
c'est pour mon nom qui est profané chez les Goïm. Donc c'est moi qui vais amener la Géoula. C'est comme ça. La paracha de Shemot, elle s'ouvre sur la fin de la paracha sur la fin du livre de Bereshit. Et on a dit la fin du livre de Bereshit, c'est d'abord la fin de Vaïgash. Et donc semble-t-il qu'il y a un truc, je sais pas, qui sert à rien entre la fin de Vaïgash et le début de Shemot. C'est quoi? Vaïri. Bah, pourquoi ils l'ont mis là au milieu? Exactement. Pour t'expliquer exactement que c'est de ça qu'on parle. Dans la paracha de Vaïri, on va pas étudier toute la paracha, évidemment, je vous rassure. Mais dans la paracha de Vaïri, Yaakov va faire un truc très bizarre. Il va bénir tous ses enfants. Et là, je vous arrête tout de suite. Venez pas me dire que non, il y en a certains qui n'ont pas été bénis. Prends la source 22. Non, 21. Excuse-moi. 21. Quand il termine de bénir tous ses enfants, il dit Kol ele shifte Israël shtem asar vezot asher diber lahem aviem vayevarech otam ish kebirchato berach otam. Donc, il a béni tout le monde. D'accord? C'est juste à nous de comprendre comment c'est une bracha. Alors revenez à la source numéro 10. En fait, la source de numéro 10 à 21, c'est la suite des mêmes versets. Je les ai séparés à chaque fois pour dire qu'on parle d'un autre des enfants de Yaakov. Oui, parce que vous comprenez, avec les événements actuels, la conférence de Paris, tout ça, il y a plein de gens qui veulent faire démissionner notre gouvernement. Parce que forcément, c'est lui qui est responsable de tous les problèmes du monde. Alors moi, je dis, très bien, proposons un gouvernement alternatif. Nous allons ensemble, ce soir, proposer le gouvernement idéal. Nous avons 12 postes à pourvoir, les 12 tribus d'Israël. Essayons de former un gouvernement. Qui sera ministre de quoi? En fonction des brachot qu'ils ont reçus, puisque c'est leur identité profonde. Alors je sais que le patron, ça sera Yehuda. Mais pour les autres, Réhouven. Regardez ce qu'il y a marqué chez Réhouven. Réhouven, Bechori ata, Kochi, Vereshit oni, Yeter sed ve'eter az. Il est fort. Il a du charisme. C'est un premier-né. Il mériterait d'être le chef. Mais il a quoi comme problème? C'est quoi? Pachas kamaim. Trop rapide. Trop impulsif. Donc c'est un dirigeant, mais je ne pourrais pas le mettre à la tête du gouvernement, parce qu'il prendrait des décisions hâtives. Donc lui, on le mettra en numéro 2. Il sera le vice-président. Parce qu'il a les capacités d'un train chef, au cas où. Ensuite, on arrive à Shimon Velevi Achim. Kle Hamas Mecherotehem. C'est des mecs violents, les mecs. Shimon Velevi, c'est des mecs, faut pas les chercher. Et en plus, c'est des intégristes religieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est grave ou c'est pas grave? Non, le problème, il est le suivant. Besodam altavonafshi. C'est pas grave. Mais c'est Besodam. Non, Milachon Liistoded. Quand ils sont collés, altavonafshi. Ou Bike Alam, quand ils sont ensemble, altechat kevodi. Donc c'est quoi le remède? Les séparer. Il faut cette force-là. Mais certainement pas réunie à un seul endroit. Vous imaginez une ville? Prenez une ville, exemple, où tous les gens dans la ville sont des fanatiques religieux. Évidemment, en tout cas, toi tu ris. On ne peut pas travailler sérieusement ici, c'est insupportable. Donc Shimon, où est-ce qu'il va être Shimon? C'est où sa nachala? Non. Shimon, il est à l'intérieur de Yehuda. Nous dit Razal, Shimon, il va être Melamde Tinokot. Sarah Chinour, ministre de l'Éducation. Et Lévi, ben Lévi, il n'a pas de Nachala. Il est où Lévi? Où est Lévi? Il est cher Lévi. Il est partout. Nous sommes Besséder. Donc c'est le ministre de l'Intérieur. Tout va bien. Et ensuite, bon, on a Yehuda, mais ça on passe. Et après Yehuda, Zvouloun. Lechof Yamim Yishkon, Ve'u Lechof Oniot. Ah, c'est Vadaï, ministre de l'économie. Ça va pas. Issachar, Chamor Garen, Rovetz Ben Amishpetaim.
Non, Issachar, c'est celui qui est prêt à porter sur lui un poids. Et il étudie le droit. Mais c'est pas ça, Mishpatim. Parce que Raché Sanedraot, Yatsumi Issachar. Ministre des cultes. Issachar, il étudie la Torah. Les cultes. C'est le ministre des cultes. Tu la Torah. Quoi? Rovetz ben Mishpetaim. C'est qui le Mishpetaim? C'est Moshe, nous dit Srazal. Il est enterré là-bas. Ou du moins, il n'est pas enterré là-bas. Mais ils ont tous appris de lui. Et ensuite, on a qui? Dan. Bon, facile. Il y a Dinamo. C'est le ministre de la Justice. Gad. Gedoud Yegoudenu. C'est le ministre de la Défense. Mais Asher Shmena Lachmo. C'est lui qui va prodiguer. Non, ou ça, aujourd'hui, moi, Sarah Haklaout. C'est de lui qu'on va sortir tous les Ma'adane Olam. L'agriculture. Et ensuite, on a qui? Naftali. Ah, Ayala Shlucha. Sarah Doar. Ou alors, ministre de la Culture et des Sports. Mesamer Imre Schaffer. Transport, allez. Mais il est aussi culture. Allez. Alors Yosef, on a un problème. Parce que Yosef, c'est un beau gosse. Mais le problème, c'est que tu as vu qu'est-ce qui se passe quand Yosef, il est avec les autres? Avec les autres, ça marche pas. C'est Yosef, il est bon où? Non, pas en tôle. Il est bon chez les autres. Alors, soit affaires étrangères, moi je le verrais plus comme ambassadeur d'Israël. Non, chez les autres. Ça, il est bon là-bas. Là-bas, il rayonne. Là-bas, c'est bien. Binyamin. Binyamin, c'est Yitraf. Binyamin, il est toujours là en premier et toujours là en dernier. Il ouvre la porte, il ferme la porte. Baboker yochal ad ou ba'erev yechalek shalal. Premier roi d'Israël, c'est Shaoul. Dernier dirigeant juif avant l'exil, Mordechai. Binyamin, il est toujours collé à Yehuda. Même quand le royaume d'Israël sera divisé en deux, Binyamin sera avec Yehuda. En Premier ministre, secrétaire du parti présidentiel. Maskir. Attends, on avait dit que c'était Reuven, le vice-président. Non, vice-président. Pas Premier ministre. Je dirais secrétaire du parti présidentiel. Et évidemment, on a Yehuda. Yehuda qui est le roi, parce qu'il a une qualité que les autres n'ont pas. Il y a marqué Gour Arié Yehuda. Vas-y, Gour. Gour, c'est un lionceau. Arié, c'est un lion. Et à un moment donné, il deviendra même la vie. La vie, c'est le roi lion. C'est le beau gosse. Yehuda, il a cette capacité d'avoir de la patience, de faire les choses doucement, léat. C'est la qualité qu'il faut pour être un dirigeant. Dans la parasha de Vayechi, qui est, semble-t-il, collé entre deux trucs, c'est pour nous dire, les amis, Am Israël, ils ont une carte d'identité. C'est cette carte d'identité qui s'est perdue en Égypte et qu'on va ressortir. Quand on est descendu en Égypte, on n'a pas forcément perdu la carte d'identité. Si on était resté des guérims en Égypte, on serait resté toujours avec notre carte d'identité propre. Mais quand on a décidé de devenir des Égyptiens de confession israélite, le problème est arrivé. Et c'est pour ça que lorsque le Passouk revient Ve'el Shmot Bnei Israël, il y a une différence. Parce que dans le Passouk de la fin de Bereshit, il y a marqué que tout le monde est descendu en Égypte. Mais dans le début de notre paracha, ils ont rajouté un mot. Yaakov, Ish ou Beito, Baou. À la fin de Bereshit, ils sont venus chacun. Il n'y a pas marqué que la maison elle est venue. Elle est certainement venue. Mais il n'y a pas marqué. Dans le livre de Shemot, ils ont amené la maison, ils se sont posés, ils se sont installés. Et c'est ça la gnoute qui leur a fait perdre leur identité. C'est pour ça que le message, lorsque finalement Dieu va se dévoiler à Moshe, et qu'il va l'envoyer sauver le peuple juif, le message va être très simple. Moshe dit, ok, je veux bien, mais lorsque je vais aller voir les Bnei Israël, et que je vais leur dire, Dieu il m'a envoyé, ils vont me demander un truc. Parce que si on parle d'identité, qu'est-ce qui définit ton identité? Qu'est-ce que Yaakov il a fait avec les 12 tribus? Il a commencé à chaque fois par le nom. Les Shemot. Donc les Bnei Israël, si je leur parle de sauvetage d'identité,
Ils vont me dire, ok, mashmo. Alors tu leur diras, Eye asher eye. J'ai pas marqué ici, mais dira le Sfatemet, Rabbi de Gour, que Mazé Eye asher eye, c'est l'essence qui évolue dans chaque génération. Rachid dira, Lefi ma'asai ani nikra. Selon mes actions, on m'appelle. Des fois Midat Adin, des fois Midat Arachamim, des fois la justice, des fois la miséricorde. Mais les Bnei Israël ont compris que l'identité était la chose primordiale. C'est ça qu'ils ont perdu, c'est ça qu'ils doivent retrouver. Et lorsque Moshe est envoyé chez Pharaon, eh bien Dieu va lui dire, tu sais quoi? Tu vas commencer les hostilités à Pharaon en lui disant un truc. Et la paracha de cette semaine se termine lorsque Moshe vient voir Pharaon et lui dit ça. Vayomar el Paro, la source numéro 24, c'est vrai. Ve'amarta el Paro, Beni, Ko amar Hashem, Beni, Bechori, Israël. Tu veux savoir c'est quoi l'identité du peuple que je vais sauver? Beni, Bechori, Israël. Nous sommes l'aîné du peuple juif, l'aîné de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une question de qui est né d'abord, c'est une question de responsabilité. Qu'est-ce qui doit faire le Bechor? On avait fait un cours sur le Chag HaBikurim. Et là-bas, on avait expliqué qu'à Bechor, son rôle numéro 1, c'est le contact permanent avec la Kedusha. Le contact permanent avec Dieu. Eh bien, c'est ça, l'identité qu'il va falloir sortir d'Égypte. L'identité qui est capable de dévoiler le contact permanent avec Dieu. À quel moment ils la comprennent? À quel moment ils comprennent? Quand ils sortent d'Égypte Donc après. et qu'ils vont réussir à construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que tu sais bien que le Mishkan, il n'aurait pas dû être fait là-bas dans le désert. Qu'est-ce qu'il dit Srazal? Où est-ce qu'il aurait dû être le Mishkan? À Ramoria, à Jérusalem. Ava, Ava, Mekalkelet et Ashura. Dieu, il était tellement pressé de leur donner qu'il leur a donné là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idéal de l'endroit où tu dévoiles ce lien permanent avec Akadosh Baruch Hu, et n'en déplaise à la conférence de Paris, et n'en déplaise à l'UNESCO, c'est en passant par Jérusalem. En passant par Aramoria, par le mont du Temple. Et à ce moment-là, lorsqu'on amènera et retrouver notre identité et qu'on pourra amener enfin nos bikurim au Beth Amikdash, eh bien on dira comme ça dans la source numéro 25, Kumu venaale, le Rafou qui dit, Kumu venaale aya omer, ve'aliatenu ti et Zion, on va monter à Zion, el Beit Hashem Elohim. Lo har Hashem, et la Beit Hashem. Alken, ce ne sera pas seulement la montagne de Dieu, mais bel et bien la maison qui sera sortie d'Égypte et qui sera retournée à son identité. À ce moment-là, Alken, Shinu gam et leshon pasuk. Parce que dans le pasuk, il y a marqué Na'alel har Hashem. Il dit, mais non, les gens, Am Israël, il a compris que retrouver son identité, c'est également faire sortir sa maison qu'on a fait descendre en Égypte, retrouver son identité et la ramener à Jérusalem. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Tout le livre de Shemot qui s'ouvre maintenant nous parle de sortir notre identité d'Égypte. Comment est-ce qu'on fait ça? En prenant conscience de qui on est. Ça va être tout le propos du livre de Shemot que Bezrat Hashem on va étudier ensemble dans les semaines qui viennent. Chazak Baruch.